En fait, je vais commencer la présentation avec, avec cette image qui, en fait, c'était la photo de nos 20, de nos 20 ans, de l'année, en tout cas, où on a fêté les 20 ans Caravanier. Puis c'est justement au Maroc qu'on a pris cette photo. Parce que donc pour fêter les 20 ans de Caravanier, on avait organisé une belle et grande, méharée, dans le désert. Et donc, on avait fermé le bureau pendant 2 semaines. Toute l'équipe bureau était sur le terrain. Puis on avait aussi, il y avait les guides évidemment, qui avaient pu se joindre à nous. Et on avait aussi invité, plusieurs membres de nos équipes locales à travers le monde. Donc il y avait, sur la photo là, ça donne une bonne idée un petit peu de tout ce beau monde-là. Il y avait Antonis, qui est notre berger crétois. Bon, à côté, c'est Simon qui guide beaucoup, que vous avez peut-être, en tout cas, c'est pour ceux qui ont déjà voyagé avec nous, vous le connaissez peut-être déjà. Il y a Ramso, qui est notre guide, local tanzanien. Suzanne et Richard, donc au centre, les fondateurs de Caravanier. On voit Tandy et Babou qui font partie de notre équipe locale au Népal. Il y a Ivan d'Équateur, Vico du Pérou. Bref, il y avait vraiment, en tout cas, c'était un magnifique voyage. Puis dans tout ça, il y avait à peu près 120, je pense, 120-130 personnes, 120 voyageurs qui ont marché avec nous, pour souligner les 20 ans. Donc, mais cette année, en fait, nos 25 ans. Alors, déjà 5 ans depuis la dernière fois, mais on prend toujours autant de plaisir à retourner au Maroc. Je vais vous présenter après l'équipe locale, avec qui on travaille au Maroc, mais ça, c'était au moins pour, le petit clin d'œil, en tout cas, le retour sur nos 20 ans. Un mot, rapidement aussi sur notre, éthique, philosophie, depuis, 2008, on compense, donc les crédits carbone sur tous nos voyages. À savoir que, 95 de l'empreinte carbone de nos voyages passe par l'avion, donc on c'est automatiquement inclus dans le prix de vos voyages, au même titre que, 1 pour la planète. Donc depuis, même chose, nos 20 ans, on inclut oups. On inclut le 1 1 de notre chiffre d'affaires, donc on reverse à l'organisme, 1 pour la planète. Et donc ça, c'est pour tout le côté, relié à l'environnement, et on essaye toujours aussi d'avoir une implication, positive, quand on peut, en tout cas dans les différents pays qu'on visite, puis auprès de nos équipes locales. Puis entre autres, bon, bah, là, il y avait, on parle du projet, de l'école de Babou Chiri Sherpa. Et c'est une école qu'on a aidé à construire. Et on encore aujourd'hui dans nos voyages, pays Sherpa, entre autres au Népal, puis, vallée de Tamé, entre autres, là, on dort dans la petite cour de cette école. C'est à Akang, c'est ça, Akang? Ouais, Ouais. Alors, parlons voyage. Le Maroc, comme je le disais, gros stock. Le but, c'est pas de vous mêler, mais un peu quand même. Heu, il y a vraiment plusieurs voyages au Maroc avec plusieurs ambiances. Puis en fait, le Maroc, on peut y aller à toute l'année, mais pas dans les mêmes régions. Donc c'est normal si à la fin de la rencontre, vous êtes un peu mêlés. C'est peut-être un peu le but. Hésitez pas surtout à m'appeler ou appeler au bureau, puis, ou venir nous rencontrer. Ça me fera plaisir de donner plus de détails parce que là, on va pas avoir le temps évidemment de trop détailler. On va surtout vous présenter les ambiances des différents voyages. Mais après ça, pour plus de détails, appelez-nous. Petit topo, rapide, en tout cas, bon, on voit le Maroc, on est, c'est bordé donc par l'océan Atlantique, mer Méditerranée. Puis on voit que c'est complètement traversé, par l'Atlas. Vous avez peut-être déjà entendu, on a le Haut Atlas, le Moyen Atlas, l'Anti-Atlas. Donc c'est avant tout un pays de montagne. On a tendance, même chose, à l'oublier parce que, Maroc, souvent, c'est désert. Puis la grande majorité des voyageurs à qui je parle, c'est pour le désert. Mais, les montagnes au Maroc sont franchement très, très belles. On n'a pas le choix de les traverser de toute façon pour aller dans le désert, mais ce qu'on vous encourage à faire, c'est de s'y arrêter aussi parce que ça vaut vraiment la peine d'aller, voir ça de plus près. Hem, un mot aussi sur l'équipe locale. Donc là, on a une belle photo, je sais peut-être pas complète, mais quand même, là, il y a une bonne idée. C'est pas non plus une grande équipe locale. On voit Lassène et Marie qui sont donc les responsables, de notre agence, à Marrakech. Puis, la plupart
aussi. Il y a peut-être 6-7 guides réguliers là avec qui on travaille. Je pense ça fait quoi? Peut-être une quinzaine d'années là qu'on travaille avec, Marie et la Seine. Donc qui sont berbères, pour, la grande majorité là. Au Maroc, il y a comme, je dirais deux grandes majorités, les 2 grandes majorités non, 2 peuples, arabes, berbères, puis les berbères, c'est peut-être 65 je pense de la population, au Maroc. Donc ils sont tous francophones, parlent très bien français, puis c'est eux vraiment qui vont s'occuper de toute la logistique, vous accueillir aussi à Marrakech à votre arrivée. Alors, c'est ça, 6-7 guides réguliers avec qui on travaille, beaucoup, beaucoup. Hem, pour vous parler rapidement de je veux dire, je vais vous parler de l'arrivée et du départ aussi de nos voyages parce que c'est pas mal la base commune qui s'applique à tous nos voyages. Donc je ne vais pas revenir là-dessus en détail, mais en gros, on a vraiment fait le choix d'arriver à on atterrit à Marrakech, mais dès que vous allez arriver à Marrakech, vous allez être pris en charge donc par notre équipe locale, accueillis par votre guide et ensuite vous allez tout de suite prendre la route en direction des montagnes. Donc vous allez passer la première nuit au pied, du Haut Atlas et ça va vraiment, favoriser une arrivée plus en douceur. C'est volontaire là qu'on n'arrive pas tout de suite à Marrakech parce que Marrakech, c'est comme un bouillon là, c'est effervescent, c'est bref, ça peut être même un peu impressionnant d'arriver tout de suite à Marrakech, donc ça, on se le garde à la fin. On privilégie donc une arrivée plus en douceur, on dort dans une belle petite auberge là, vraiment un gîte, très charmant. Il y a jamais rien de luxueux, puis c'est volontaire aussi. Le luxueux c'est pas forcément gage de qualité non plus. On préfère vraiment aller chercher des petites structures, des petites, auberges familiales tenues par des gens du coin, puis on le voit là, c'est d'autant plus, charmant. Donc c'est ça l'ambiance pour vos arrivées, pour les différents voyages, en arrivant donc, à Marrakech. Marrakech, on se le garde à la fin. On va dormir toujours 2 nuits après chaque voyage à Marrakech, ce qui va vous laisser la chance de passer une journée complète. Si vous voulez prolonger votre voyage à Marrakech, aucun problème, là, ça se fait vraiment très, très bien. Avec la Royal Air Maroc, là, je veux dire, ça vole à tous les jours. J'ai comme une bulle qui me passe en même temps par la tête. J'ai pas parlé du chat. Si jamais il y a des questions au fur et à mesure, là, quand il y a quoi que ce soit, on a un petit chat, là, vous pouvez poser les questions là-dedans, puis on tâchera d'y répondre, au fur et à mesure. Bref, je reviens à Marrakech. Donc c'est ça, Marrakech, ça bouge énormément, c'est assez fascinant comme ville. On est dans une des villes impériales au Maroc. Il y a des beaux musées, il y a la place Jemaa Afna là qu'on voit ici sur la photo qui s'anime à tous les soirs là, c'est comme un barbecue géant qu'on monte et qu'on démonte à chaque jour, donc ça b c'est je veux dire, on pourrait rester là des heures juste à observer les gens. J'ai mis une petite photo rapide aussi de l'ambiance des souks parce que c'est ce qui fait évidemment le charme, beaucoup de Marrakech, les couleurs, les odeurs, les épices, bref, on trouve absolument de tout. Puis c'est le fun juste de s'y perdre, on a vraiment fait le choix de pas avoir de guide à Marrakech parce que c'est pas utile, c'est pas nécessaire, ça se visite très bien par soi-même et juste le fait d'aller se perdre dans les souks, ça peut faire sa journée. On dort dans un petit riad vraiment dans la médina, donc exemple de petit riad là de très charmant encore une fois, des petites structures là, ça c'est pas une grande capacité, c'est peut-être, 6-7 chambres maximum. Puis ça se fait très bien à pied, on est dans la médina, dans la vieille ville, donc tout se fait très facilement à pied, puis ils sont toujours plein de bons conseils. Bah, là, par exemple, l'équipe locale aussi, ça reste que sur tous nos voyages, vous êtes accompagnés, donc comme je vous le disais, par un guide, berbère, francophone. Là, on voit Hacène, en plein service, du thé, qui fait vraiment partie de notre quotidien. Il est accompagné par une équipe, donc en cuisine, que ce soit des muletiers aussi ou des chameliers pour porter toute la logistique. Ça va sans dire qu'au Maroc, on mange très bien, vraiment très bien. C'est toujours varié. Il y a un effort autant, je trouve, visuel que bref, c'est toujours très bon. Là, on voit un exemple parfait de ce à quoi peuvent correspondre les dîners, là, le midi. Donc c'est des petites salades composées, des crudités, bref, il y a tout. Puis le soir, c'est, petite soupe, ça peut être des tagines, poulet, mouton, agneau, peu importe, avec, couscous, bref, des légumes, beaucoup. Que ça soit agrémenté par des dattes, des fruits secs, des figues, bref, on se régale. Faut vraiment être, je pense,
difficile pour pas apprécier, la gastronomie, locale. Et donc, on va commencer avec le Mgoun, premier voyage à présenter, puis c'est là que je laisse la parole, à Richard. Merci Ophélie. C'est quoi l'autre photo? C'est toi qui contrôle quand même, là. Fait qu'il fait Ah juste oui, marquer pardon. une page. Bah, je Non, faisais juste ouais. ouais, Marrakech, Mgoun. OK, laisse ça là, laisse ça là. OK. Euh, juste la petite histoire. Il y a plusieurs des photos qui j'ai regardé tout à l'heure et qui datent de l'époque que j'ai prise moi-même. Donc, ça date de 2001. J'avais des cheveux. C'est ça. Fait que ça fait un petit bout. Je veux juste vous dire que j'étais supposé partir au Maroc en repérage le 12 septembre 2001. Fait que vous vous souvenez ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Alors, les vols avaient été annulés. Mais j'ai pu y aller genre une semaine plus tard. Puis là, ben, les vols étaient complètement vides, surtout vers les pays musulmans. Donc, fait que je me suis retrouvé au Maroc dans un contexte assez particulier. J'allais en repérage, donc il n'y avait pas de groupe, rien. Et puis, à me promener dans les villages où je leur demandais s'ils avaient entendu parler du 11 septembre 2001 et à peu près personne n'en avait entendu parler. Tout ça pour dire que ce qui arrive aux États-Unis, des fois, ça n'arrive pas nécessairement aux oreilles des gens partout dans le monde et ça peut être rafraîchissant. Donc, pour vous dire que je suis parti en repérage, j'ai été presque un mois au Maroc. J'allais faire un tour Sirois, Mgoun, Saro, si je me souviens bien. Je suis pas allé dans le désert à ce moment-là. Et puis, c'est important parce que le Maroc est un pays qui marche vraiment très, très bien chez nous. Quand je dis qu'il marche bien, c'est-à-dire qu'on en vend beaucoup, mais on vend principalement des voyages tu peux y aller, Ophélie, tu peux Ouais. défiler. On vend des voyages surtout dans le désert. Ophélie va vous en parler tout à l'heure, le Sahara et le Dra. Or, pour moi, le Maroc, c'est avant tout un pays de montagne. Et c'est clair que quelqu'un qui va au Maroc, même si vous allez dans le désert, vous n'aurez pas le choix de passer par la barrière de l'Atlas, aller franchir un des cols en auto, j'entends. Donc, vous allez arriver, ça, je pense, une photo mêlée, je pense que c'est plus le Saro, ça, mais bon, ça, c'est l'Umgun. Vous n'aurez pas le choix de passer par les montagnes. Et là, vous allez vous dire, hey, wow, c'est un méchant pays de montagne. Le Maroc n'est pas moins un pays de montagne que le Pérou. Il y a peut-être des gens qui, ça leur tenterait d'aller au Pérou, mais cette année, c'est peut-être pas la meilleure idée, en tout cas pour l'instant. Tout ça pour vous dire que le Lumgun est un voyage de montagne incroyable, tout comme le Sirois dont on va vous parler tout à l'heure, mais là, je vous parle vraiment du Haut Atlas. Donc, le plus haut sommet du Maroc, c'est le Toubkal, 4400 mètres, quelque chose comme ça. Le deuxième, Umgun, qui dépasse 4000 mètres au-dessus. Mais comme il est le deuxième, d'abord être le deuxième, c'est moins populaire. Et il faut marcher plusieurs jours pour se rendre au pied du Mgoun, ce qui est moins le cas du Toubkal où on peut se rendre. Il y a des villages au pied du village qu'on peut atteindre par la route. Donc, l'Umgun, c'est cette espèce d'endroit désertique-là où on va dépasser les 4000 mètres. Mais à la fois, vous allez être dans des vallées. Umgun, c'est le nom d'une rivière. Donc, on va vraiment, tu peux y aller, Ophélie. Là, j'essaie de voir. Bon, c'est ça. Allez. Le timing est là, mais je n'ai même pas fait Ouais. exprès. On va même marcher une journée complète. On va descendre une rivière. Et des fois, il peut faire chaud, hein, donc au Maroc. Alors, c'est très le fun d'avoir les pieds dans l'eau. Je précise, en plein été, on est en moyenne à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, il ne fait pas super chaud. Il ne fait pas frais. On s'entend, on va souvent pouvoir marcher en short, en chemise, en T-shirt, mais on n'est pas dans les 35 degrés. Là. On est bien plus dans le 20-25 degrés. Même au mois d'août, j'ai déjà eu de la neige au sommet du Mgoun. Et c'est un endroit, tu peux rester là, Ophélie. Ah, pardon. C'est Ouais. un endroit qui est rempli. Vous savez, les montagnes dans le monde, que ce soit l'Himalaya, les Andes, c'est pas des parcs nationaux. Hein. La notion qu'on a ici de montagne, de parc, c'est que c'est des endroits où on a souvent exproprié les gens, comme à Forillon, par exemple. Puis on a dit, tiens, les endroits sont sauvages et tout.
C'est une façon de voir. Les parcs sont de moins en moins faits comme ça. On n'a plus tendance à exproprier les gens, ce qui est un peu, qui est pas très gentil, là, s'il y en a qui connaissent l'histoire de Forillon au Canada. Mais tout ça pour vous dire que les endroits de montagne où on va marcher dans le monde, que ce soit l'Himalaya ou l'Atlas, c'est rempli de villages. Et ça ajoute au plaisir. Oui, il y a des choses, il y a des endroits très sauvages parce que quand on dépasse 3000 mètres, ben, bien sûr, ça commence à être difficile de cultiver des légumes et des fruits. Donc, les villages sont entre 1500 et 2500 mètres souvent. Ici, vous avez le village de, là, la photo, je l'ai pris il y a McDo's, non? 21 ans, Magdaz, c'est Ouais. ça, hein? Mm. Qui est un des. T'es-tu allé, hein, Félix? Non, t'es pas allé. Non, C'est non, pas quand sûr. même loin. OK. Mais tu sais que ça s'appelle Magdaz comme ça, c'est bon, hein? OK. J'en parle. Alors, si, vous savez, des fois, on se dit, tu sais, dans toutes nos préoccupations écologiques, une des choses, c'est d'utiliser des matériaux, de ne pas faire venir les matériaux de la Chine, c'est une bonne idée. Ben, ici, vous avez un très bel exemple d'un village qui est construit avec non seulement les matériaux qui viennent du coin, mais quand on regarde encore plus précisément, euh, les maisons, non seulement les matériaux viennent du coin, mais ils viennent de 50 mètres à côté de la maison. Le village est parfaitement intégré à l'environnement. C'est pas parce qu'ils l'ont fait comme ça, c'est parce qu'ils prennent les matériaux le plus près possible, quitte même à casser la pierre qui est là pour s'en servir pour la maison. Ça donne des magnifiques villages comme ça. Donc ça, on en croise plusieurs. Il y a des journées où on en croise 3, 4 par jour. Donc, c'est vraiment un voyage où à la fois, là, on est rendu sur la crête de Lungun, donc on est à 4000 mètres d'altitude. Évidemment, l'altitude est un facteur, mais on va dormir à 3000 avant de faire l'ascension de la montagne. Donc, on n'est pas, tu sais, ça n'a rien à voir avec le Pérou, le Népal ou quoi que ce soit, là. Donc, il n'y a pas de gros problème, à part être plus à bout de souffle et tout ça, parce que on monte à 4000 mètres. Mais ça se fait franchement très bien, puis le sentier, il est facile. Alors, je vous parlais des contrastes tout à l'heure. Alors, on est vraiment dans dans ce contexte-là, entre quand même la haute montagne à 4000 mètres, hein, et même la possibilité d'avoir de la neige au mois de juin, juillet, août. Et après ça, ben, les petites vallées où on va marcher les pieds dans l'eau avec des ponts, franchement, très charmants quand même, hein. Des ponts comme ça, on n'en traverse pas souvent ici. Ils ne sont pas moins solides pour autant, mais ça demande un petit peu plus d'agilité. Oh, Donc, juste pour vous dire, ouais, tu peux rester là-dessus. Peut-être que les gens qui sont ici à la présentation ce midi, vous imaginez le Maroc comme un pays de désert et de dunes de sable, ce qui n'est pas faux. Mais d'abord, le Maroc, c'est une super destination de montagne. Puis on a quand même plusieurs circuits de montagne dans notre offre. Le plus exigeant et le plus élevé étant l'Umgun. Je me souviens plus, c'est un niveau 3, Ophélie, quelque chose comme ouais, ça. c'est un niveau 3. Fait que, C'est alors 11 jours évidemment, de marche. c'est ça. On campe, c'est des bonnes journées de marche et tout. Évidemment, vous nous appelez pour pouvoir aller plus loin dans vos démarches. Vous n'aurez pas le choix, là. Vous nous donnez un coup de fil, puis on vous appelle. Donc, voilà pour moi. Je te laisse terminer, Ophélie. Et Ouais, puis, ben voilà. merci. Merci. Moi, j'ajoute juste que le Mgoun, il part pas souvent. Puis que là, on a un départ le 23 juin, du 23 juin au 9 juillet, qui est confirmé. Alors, profitez-en. Hop. Bon, je passe au prochain. Donc, Vallée perdue et nomade de l'Atlas. C'est ça aussi. Là, on présente les voyages en fonction des saisons aussi. Donc, le Mgoun, c'est un voyage qu'on fait l'été. Vallée perdue, même chose. Puis, je vais y aller progressivement jusqu'à l'automne, hiver. Donc, Vallée perdue, nomade de l'Atlas, en est rapidement là pour vous situer entre au nord du Haut-Atlas, à la frontière quasiment là avec le Moyen Atlas. Donc, on va aller, c'est un trek qui est hyper isolé, puis on est vraiment dans une région que notre équipe locale connaît bien parce que la plupart de nos guides viennent vraiment de cette région aussi. Euh, on est toujours dans une ambiance montagne. En fait, l'été, on va vraiment dans les montagnes. Finalement, de toutes nos offres qu'on a au Maroc, on va pas, on a un voyage dans le désert. Le reste, c'est vraiment plus des voyages où on va aller vraiment marcher de village en village. On traverse des vallées, des gorges, des canyons. Bref, c'est vraiment l'ambiance qu'on retrouve dans la grande majorité de nos voyages au Maroc. C'est vraiment après les régions qui viennent changer un peu l'ambiance des paysages.
Mais donc la vallée perdue, c'est un 10 jours de randonnée. Il est un petit peu moins, soutenu que le Hemgoun parce que là, on fait pas d'ascension à proprement parler. On reste toujours sur des hauts plateaux, entre 2 000 et 3 000 mètres d'altitude. On dort en camping. C'est aussi un trek, muletier donc quand on est en montagne, là, c'est vraiment des mules qui vont porter toute la logistique. Mais l'avantage vraiment de ce voyage, c'est qu'on est dans des vallées qui sont complètement oubliées. On croise, des nomades ou semi-nomades, bref, des bergeries d'altitude. Puis, le fait que nos guides connaissent très bien la région, ça amène aussi beaucoup de rencontres. On a beaucoup de facilité à rencontrer, les dans les villages, en tout cas les personnes qu'on croise, on peut être invité à prendre le thé, et cetera. Donc ça fait vraiment partie, de l'ambiance de ce voyage où vraiment on fait comme une immersion là dans la culture berbère. On voit vraiment les gens travailler là dans les champs, les sortes de petits villages citadelles aussi qu'on rencontre à flanc de montagne. Et donc c'est ça, on traverse les gorges aussi, mais il y a beaucoup de beaux contrastes vraiment entre la montagne puis les vallées, très, très verdoyantes là sur ce voyage. Donc 10 jours de marche, mais tout à fait, je veux dire, tout à fait envisageable là, sans forcément, être dans le trop soutenu. On est toujours entre 6 7 heures de marche par jour. On est entre 2 000 et 3 000 mètres, puis avec des dénivelés assez, variables, quotidiennement. Mais un très beau voyage si vous cherchez justement une immersion dans la culture, berbère. Donc ce voyage-là, on a aussi un départ, cet été, je pense que c'est plus fin juillet, début août pour la vallée perdue. Je passe, au voyage Dolce Vita en pays berbère. C'est un nouveau voyage, mais c'est un nouveau voyage qu'on a travaillé et annoncé en mars 2020. Je pense que vous vous rappelez ce qu'on faisait en mars 2020. Donc finalement, on considère toujours qu'il est nouveau parce qu'on n'a jamais vraiment eu la chance de repartir sur ce voyage. Richard avait fait le repérage, peu de temps avant. Je sais pas si tu voulais intervenir, Richard, ou non? Ben, Oui, je vais te laisser vas-y. parler des photos, mais je voulais juste dire que Ouais. je ne sais pas si là, il y a 20 quelques personnes qui sont là, mais puis nous, on ne Mmh. voit pas les gens. Donc, mais je sais que dans les conférences, il y a des gens qui ont fait des voyages avec nous et nos voyages en Europe, notamment la Crète, l'Espagne, l'Italie, c'est des voyages hyper populaires parce qu'ils sont dolce vita. C'est-à-dire qu'on fait des très bonnes marches dans la journée. Un caravanier, c'est jamais 2 3 heures de marche, c'est plus que ça. Mais le soir, on est toujours très confortable, on mange bien. Fait qu'on a donné cette appellation-là, Dolce Vita, qui plaît énormément aux gens. Donc, on a voulu sortir un peu de l'Europe, mais pour moi, le Maroc, c'est un des pays les plus esthétiques au monde. Les villages sont beaux, on mange bien. Il y a les gens sont différents d'une vallée à l'autre. Ici, c'est un des hébergements où on va passer 3 ou 4 jours. Donc, c'est petits hébergements hyper confortables dans des vallées assez perdues. Ici, on est à Anergui, c'est le bout du chemin. Après, on va monter un peu plus haut en altitude, d'être dans une espèce de camp berbère. Je ne sais pas s'il y a des photos de ça. Ouais, je les ai, bah, c'est ça, là, on Donc, voit justement le plateau, le haut plateau. c'est ça. Donc, ce sont des voyages qui ont une logistique, voilà un peu à quoi ça peut ressembler. On est sur les hauts plateaux. Donc, c'est des espèces de camps qu'il faut déplacer. Le coût est quand même assez élevé. Je ne l'ai pas, mais il est plus élevé que nos voyages au Maroc. Mais c'est un voyage qui est aussi, au moins aussi confortable que ce qu'on a en Crète. Les marches sont plus faciles même à cause de la nature du sol. Et puis, c'est ça. Fait que, bref, conçu pour 2020, mais il n'est pas parti encore. Vraiment, si ça vous tente de vivre quelque chose, une ambiance différente. Puis Dolce Vita, encore une fois, j'insiste, on ne parle jamais de luxe. On n'est pas du tout dans ce type de voyage-là chez Caravanier. Vous n'avez pas un valet qui vous attend à votre chambre le matin pour vous servir. Quoique le thé va arriver facilement le matin, mais c'est vraiment la recherche de ces petits endroits-là. Avec la logistique que ça implique. Alors, des fois, c'est beaucoup des Jeeps pour se rendre parce que les routes sont pas en bon état. Puis, on marche à tous les jours, puis on va se déplacer, on va aller à 4 ou 5 endroits différents. Alors, moins de temps de déplacement, nourriture, upgradée, si on peut dire, bien qu'on mange toujours bien, et surtout cette espèce
d'hébergement qui n'est pas en camping, sauf un endroit où vous avez vu avec les Mmh. tentes, mais les tentes berbères, c'est pas du camping, on s'entend, là. Il y a des gros matelas. Alors, voilà pour ce circuit-là qui devrait fonctionner et qui est vraiment nouveau et très le fun. Alors, voilà. Bah oui, puis bah moi j'en profite parce qu'il y a comme eu un dérivé de ce voyage, mais version famille, qui est vraiment beau. Donc si jamais là vous avez vous vous posez la question des quoi faire en famille, on a justement bah, en fait ce voyage-là, le Dolce Vita, on peut très bien le programmer. Donc sur notre site, c'est l'Échappée belle, un territoire eumésique, puis il se fait très bien l'été. Avec des enfants même à partir de 5-6 ans parce qu'on va vraiment bah, il est beaucoup plus court là, il est pas aussi long que le voyage régulier là qu'on vient de vous présenter. Hem, c'est peut-être juste, 5-6 jours de marche, mais on dort 3 nuits, 3 ou 4 nuits dans l'éco-lodge de Marie et la Seine là que vous avez vu tantôt. Ce qui nous permet vraiment de faire des petites, journées en étoiles, puis de pouvoir, modeler ça en fonction des envies puis de la fatigue de chacun. Et on va dormir aussi les 2 nuits dans le bivouac nomade sur les hauts plateaux. Donc le beau bivouac, hyper confortable, ça aussi, il fait partie du voyage. Donc ça laisse aussi un petit goût d'aventure puis de montagne pour les familles qui veulent initier les petits. Il y a des mules toujours qui sont là, il y a des mules d'assistance aussi pour les petites jambes qui peuvent être fatiguées. Donc ça se fait très, très bien l'été. On a justement un groupe cet été aussi sur la version, famille, donc dans la vallée d'Anergy. Ensuite, on avance un peu dans la saison. Là, on se retrouve plus à l'automne dans le massif du Sirois. Massif du Sirois, alors ce voyage-là, je vous en parle parce que je l'aime beaucoup, mais on est vraiment en train de le retravailler. Une des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé là, dans les 2-3 dernières années, ça a été aussi de repenser un peu nos itinéraires pour les rallonger. Quitte à prendre l'avion, on se disait que ça vaut pas la peine de prendre l'avion pour passer juste 10 jours sur place. L'idée, c'était vraiment aller plus en profondeur dans les régions, passer plus de temps encore sans forcément faire plus de transport, mais juste se dire que, OK, on aimerait ça, quitte à voyager 15 jours, entre 14-15 jours, c'est l'idéal. Donc là, le Sirois, il fait partie des voyages que je retravaille, puis que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, donc l'itinéraire ajusté pour l'automne. On est, vraiment dans le sud là, du Haut-Atlas, à la frontière avec l'Anti-Atlas. Puis le Sirois, il a vraiment, une géologie, unique, et une formation là, géologique vraiment très unique qu'on retrouve dans ce massif-là. C'est vraiment dessiné par l'érosion, donc on retrouve vraiment, des paysages, très minéraux, de la roche noire. Ça contraste, énormément là avec les cultures aussi qu'on peut retrouver là, les différents, champs qu'on retrouve, cultures en terrasse qu'on peut retrouver à quelques endroits. Donc c'est vraiment un super beau voyage. Puis ce qu'on essaye de prolonger, c'est peut-être d'aller justement marcher. On va garder le trek tel qu'il est sur notre site, mais on va juste rajouter, prolonger peut-être avec une vallée, qu'on trouve autour, une gorge encore à traverser. Bref, on va essayer de prolonger ça pour faire durer un peu le plaisir dans le Sirois. Mais on garde toujours l'ascension, dans ce voyage du Sirois qui est à 3 300 mètres. Donc il y a quand même le petit goût de faire une ascension dans ce voyage, même s'il est, encore une fois un petit peu moins soutenu que ce qu'on peut retrouver, au Hemgoun là, pour ceux qui veulent vraiment un voyage plus de montagne, un long trek et cetera. Celui-là, il sera un petit peu plus court aussi. Mais très diversifié aussi, puis avec beaucoup de contrastes entre justement là, l'ascension, on le voit, du Sirois et les villages qu'on traverse parce que vraiment quand on est au fond de la vallée, on est dans les villages et l'automne, c'est la meilleure saison pour y aller parce que justement, ça contraste d'autant plus avec les champs de crocus là, le safran qu'on récolte, c'est vraiment la région du safran. Donc on voit, toutes les gens, toutes les personnes en train de s'affairer pour, cultiver le pistil là qui est récolté à la main. Donc c'est vraiment un travail de un travail de titan ou d'orfèvre là pour faire la récolte du safran. Donc tout ça vient aussi à rajouter, le côté où c'est très diversifié, très complémentaire. Là, on se balade vraiment dans la région. On a un contact, avec les gens. On voit la façon dont, ils travaillent, comment ils vivent. On dort toujours en campement, en camping. Il y a aussi des petites nuits en gîte chez l'habitant, donc il y a un beau, contraste, une belle complémentarité là aussi dans ce voyage. Donc, gardez l'œil. Je vous en dirai plus certainement dans les prochaines semaines pour un départ, cet automne, donc sûrement, octobre, novembre.
Là, on arrive dans plus en hiver, la piste 1000 Casbah, puis je vais terminer ensuite par le voyage dans le désert, le Sarodra. Ça, c'est 2 voyages qu'on a vraiment, l'hiver, donc de octobre à avril. La piste 1000 Casbah, donc juste pour vous situer aussi un petit peu, là, on traverse l'Atlas, puis on est vraiment juste dans la vallée au pied du Haut Atlas. Donc c'est ce qui fait qu'on peut y aller l'hiver. Là, on n'est vraiment pas haut en altitude, donc c'est très agréable d'y marcher, à cette période de l'année. C'est un voyage que j'ai eu la chance de faire l'année passée avec ma petite famille, pour mes vacances là. On a vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. On est dans la vallée d'Ounila. C'est un des voyages qui est, je dirais, les plus accessibles si vous avez le goût de vous initier à un 1er trek, de randonnée parce qu'on fait pas on fait pas du tout de campement sur ce voyage. On dort en gîte chez l'habitant et on part là donc du Ksar d'Aït Benadou. C'est notre point de départ. On le voit ici, c'est vraiment très beau. Parce que, c'est comme un ancien village fortifié et c'était un point central à l'époque, là, dans les caravanes, où ils transitaient de village en village pour aller vendre leurs biens, les épices, le sel en l'occurrence. Là, on va passer vraiment par une ancienne piste, de sel, une ancienne piste caravanière, par des sentiers muletiers. Parce que fut un temps, le sel était beaucoup plus cher que l'or, donc c'était vraiment, très, très précieux et vraiment ils passaient de Ksar en village pour aller, revendre pour ensuite rejoindre les grandes villes comme Marrakech. Donc c'est un voyage où, même chose, on va vraiment dormir de village en village. On dort en gîte chez l'habitant. Les gîtes, on s'attend pas au confort d'un Dolce Vita. Dolce Vita, là, c'est vraiment des auberges très confortables, petites chambres privées, salle de bain privée, et cetera. Là, dans les gîtes chez l'habitant, c'est plus des petites annexes qui ont été, aménagées par les habitants pour nous accueillir. Donc avec, salle de bain commune et cetera. Ça reste, très sommaire, mais en même temps, charmant parce que c'est dans son jus. Je veux dire, on est vraiment, les villages sont tellement petits qu'on est vraiment avec les gens. Puis on voit la façon dont ils vivent. On traverse, c'est ça, des champs, on traverse évidemment, il y a plein de casbahs, des villages, d'anciens villages abandonnés, sur le chemin. Donc on passe vraiment à travers ces paysages très, très contrastés. C'est sec en même temps, cette vallée d'Ounila, mais on traverse une gorge, puis la rivière Ounila, donc on la longe, ce qui fait qu'il y a quand même un contraste assez, saisissant là entre, l'ocre des montagnes, puis le vert, les champs, je veux dire, très verdoyants, qu'on a. Les beaux villages aussi toujours qu'on rencontre sur notre chemin. Il y a des habitations troglodytes aussi, des sortes de greniers fortifiés là qu'on retrouve, aussi. Donc là, on voit les villages troglodytes là qu'on peut croiser. On est vraiment pas comme je disais là, on est vraiment pas très haut, en altitude. Je pense le plus haut point qu'on va atteindre, c'est à peu près 2000 mètres. Puis on est vraiment comme dans une sorte de petit gîte de montagne. Donc, vers la fin de notre voyage, on part donc du Ksar d'Aït Benadou, puis on rejoint la Casbah Telouet, qui est aussi une casbah, de grande importance dans la région. Puis là, on a vraiment plus l'impression de rejoindre les montagnes. On s'approche en fait, on s'approche de plus en plus du Haut Atlas. Donc on voit enfin les sommets enneigés là, plus on avance dans l'itinéraire, mais c'est très charmant. Hem, Exemple là de petits ouais, ça c'est la Casbah Telouet, par exemple. Donc c'est un plus court, trek, qu'on offre là, c'est 5-6 jours de marche. Hem Pas de difficultés particulières, encore une fois, il y a pas des gros dénivelés, même si on marche toujours entre 6-7 heures, par jour. Mais c'est ça, on retrouve le confort donc des gîtes, le soir. Donc pour celui-là, comme je vous disais, c'est l'hiver. On a des départs, à partir de octobre, novembre, puis ensuite, jusque mars-avril. Et donc j'arrive au dernier voyage qui est définitivement l'un des plus populaires parce que justement, on va dans le désert. Donc les montagnes volcaniques aux dunes sahariennes. Ce voyage-là, il est en 2 parties. 1re partie du voyage, on a vraiment, ça fait peut-être 1 an ou 2 là maintenant qu'on propose ce voyage de cette façon. Puis c'est vraiment un beau succès. Il y a une hyper belle complémentarité dans les 2 treks qu'on propose. Puis c'est vraiment un coup de cœur là, le Saro. Donc on le voit sur la carte, là, on va vraiment direction le sud. On s'arrête en premier dans le massif, du Saro, qui est vraiment une région
hyper isolé. C'est définitivement un coup de cœur aussi de l'équipe locale. À chaque fois, ils me le disent là, qu'ils adorent aller dans le Sarro parce que ça reste très peu fréquenté. Les rares personnes que vous pourriez croiser, dans le fond, c'est plutôt les nomades qui viennent faire leur transhumance entre le désert et les montagnes. Donc, on les trouve beaucoup en général, ben, beaucoup. On les trouve, si on les croise, plutôt au printemps et à l'automne. Mais c'est ce qui fait vraiment le charme aussi de ce massif-là. On est dans un massif donc pré-saharien, mais en même temps, on est peut-être à peu près à 2000 mètres d'altitude. Là, on passe vraiment un col à 2000 mètres, puis ensuite, hop, on redescend pour plonger dans une gorge. Ambiance très volcanique, encore une fois, c'est minéral, c'est le contraste des couleurs, de la roche noire, c'est ça, des hauts plateaux là qu'on peut croiser, puis sur lesquels on va marcher. On peut croiser des sortes de petites bergeries comme ça aussi sur le chemin là. C'est vraiment assez saisissant comme, les couleurs là qui contrastent beaucoup. Encore une fois, donc on dort, en campement là pour le massif du Sarro et hem et c'est ça. Donc ensuite, je vous le disais, on passe le col à 2000, on redescend, puis là, on va vraiment traverser, une gorge pour ensuite sortir de notre massif. Là, on a une photo. Bon, évidemment, on les surcharge pas les mules, mais c'est plus rigolo la logistique, qui est mise en place là pour charger, les mules, avec, le stock, puis les matelas là qu'on retrouve après aussi sur les campements. Donc voilà pour le Sarro. Une fois donc le Sarro, on va y marcher 4 journées, 4 jours dans le Sarro avant de reprendre la route en direction du désert, les dunes. Donc là, on continue, on va au bout de la route, direction Marmide pour ensuite, faire, notre deuxième partie de voyage, donc dans les dunes. Hem c'est sûr que le désert, c'est clairement une ambiance qu'on recherche, si vous recherchez justement les grands espaces, l'isolement, c'est définitivement sur ce voyage-là, parce que même pour le Sarro, c'est un des voyages où justement on le croise le moins de villages, mis à part les nomades qu'on peut croiser. C'est pas vraiment comme pour les autres voyages en montagne où là on marche de village en village. Là, c'est vraiment les grands espaces qui viennent vraiment créer l'ambiance de ce voyage. Donc dans le désert, c'est ça, on marche encore, là, de campement en campement, on change de campement chaque soir. Hem, c'est beaucoup plus varié qu'on ne le pense quand même dans le désert, là. On peut passer donc les ergs, les plateaux dunaires et on traverse aussi des rags qui sont les plateaux rocailleux comme on peut voir ici. Hem c'est ça, c'est vraiment une belle randonnée. C'est l'ambiance qu'on recherche, c'est toute la subtilité du désert aussi. Entre autres, voilà, là, un bon exemple là de des petites nuances qu'on arrive à retrouver si on est attentif aux détails, du désert. C'est pas juste marcher dans le sable, il y a vraiment, il y a de la vie dans le désert, ça vit, donc faut juste, apprécier ça. Là, il y a des très belles photos qu'on a ramenées justement. On avait un photographe, Pierre-Emmanuel Chaillon là avec nous, pour la Grande Méharée. Donc on a eu des très, très beaux clichés aussi de notre équipe locale. Certains sont très bons, musiciens, donc vous aurez peut-être la chance de les entendre aussi jouer, les soirs sur le campement là, c'est très appréciable. La lumière est magnifique, donc si vous êtes amateur de photographie, là, c'est clair que vous allez apprécier et puis sans parler des ciels étoilés qui sont vraiment impressionnants là. On s'entend qu'il y a pas de pollution lumineuse, donc c'est vraiment la voie lactée, qu'on a sous les yeux. Je peux que conseiller à tous mes voyageurs à chaque fois, c'est que si vous avez la chance d'être dans le désert, alors si au moins une nuit là, prenez votre sac de couchage, votre matelas, puis allez, vous trouver une petite dune, pour passer la nuit à la belle étoile. C'est vraiment l'endroit, idéal et privilégié pour le faire. Donc ça aussi, ça fait partie justement de l'ambiance, puis, d'aller se ressourcer, puis, trouver ces petits moments-là, en tout cas pour soi. Donc c'est 5 jours dans le désert pour la deuxième partie du trek, où on va vraiment, de campement, au campement. Hem, un petit mot rapide aussi sur nos voyages famille, parce que ça fait partie d'un voyage, ça fait partie c'est pas le même voyage qu'on propose pour les familles, mais on a un voyage aussi, qui est super bien adapté pour les plus jeunes. C'est plus une initiation au désert. C'est l'aventure aux portes du désert, donc sur notre site et celui-là, c'est vraiment accessible aussi pareil pour des enfants de 5-6 ans et même les plus grands. On va aller se promener dans les palmeraies, avec, un petit âne, ensuite on va
du désert. Les hébergements sont vraiment très, très confortables. Sur ce voyage-là, il y a très peu de camping. C'est vraiment des petites auberges aussi, très confort. Et on dort aussi en bivouac, donc dans le désert pendant 2 nuits. Là, ça leur donne l'occasion de vivre aussi, d'avoir le goût du désert avec, les dromadaires et cetera aussi. Mais c'est un petit peu plus court, sur ce voyage en version famille. Même chose, j'ai un départ qui part, bon, bah, là, c'est fin février, mais encore une fois, on y va l'hiver, que ce soit pendant la relâche jusque fin avril. J'ai des personnes aussi inscrites sur un départ le 7 avril, donc il reste encore une chance pour ce voyage-là en famille. Et puis, bah, je pense que ça fait le tour de nos voyages au Maroc. La grande ligne, en tout cas, de tous nos voyages au Maroc. C'est bien, je regarde rapidement dans le chat voir s'il y a des questions. Je pense que c'était bon. En tout cas, s'il y en a, n'hésitez pas là, c'est le moment. Puis si jamais, bah, n'hésitez pas à nous appeler par bah, courriel, téléphone. Bref, on est disponible pour répondre à vos questions. Alors c'est ça, Richard, c'est le mot de la fin, non? C'est bon? Tu as répondu à toutes les questions, hein, puis Ça a les gens l'air. sont restés du début à la fin. Fait que tu vois, tu étais très Ouh, bonne. ok, Alors, cool. bon. Bon, ben merci tout le monde.